Donc, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Comment exploiter les réseaux sociaux personnels pour promouvoir un poids santé ». Donc, mon nom est Amandine et j'ai la chance d'être modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui qui est organisé par l'équipe Devi. Donc, l'équipe Devi est un groupe composé de chercheurs, notamment Dr. Simon Bacon, Dr. Kim Lavoie, Dr. Ariane Bélanger-Gravel, Dr. Tracy Barnett, Dr. Kaveri Dabgupta, Dr. Grégory Minot, Dr. Angela Alberga et Dr. Lise Gauvin. Alors, cette collaboration est organisée par IBPN et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Dr. Tracy Barnett qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Tracy Barnett est professeure agrégée au département de médecine de famille à l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Et ses recherches portent sur l'influence de l'environnement bâti et social sur les résultats cardio-métaboliques. Donc, plus précisément, son travail vise à définir des environnements pertinents et à produire des indicateurs significatifs pour les quartiers résidentiels, les écoles et les réseaux sociaux. Ensuite, elle explore comment ces milieux évoluent au fil du temps afin de tester leurs influences potentielles sur les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'obésité et les comportements liés au mode de vie. Donc, s'il vous plaît, on vous demanderait d'attendre à la fin de la présentation pour la période de questions. On va avoir un temps qui est alloué d'environ 15-20 minutes pour répondre à vos interrogations. Donc, Dr. Barnett, ça va être à vous. Merci beaucoup, Amandine, et bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses que vous désirez avoir, mais j'aurai, j'espère, quelques éléments de réflexion pour vous et des outils qui pourraient vous être utiles. Et je vais d'abord partager avec vous quelques concepts et méthodes propres aux réseaux sociaux et à leur analyse. Ensuite, je vais vous présenter quelques résultats découlant d'une étude pilote complétée récemment qui a vraiment nourri ma réflexion, quelques résultats d'intervention sur le même sujet, puis ensuite des pistes pour cheminer en intervention et en recherche. Alors, vous avez entendu il y a une minute ou deux un peu de contexte sur mon cheminement. Et effectivement, jusqu'ici, mon travail était surtout sur l'environnement bâti, les quartiers résidentiels, les écoles, les milieux de vie, les environnements. Je m'intéresse aux liens entre les caractéristiques et les transformations des quartiers et les outcomes de santé cardio-métabolique, puis les comportements de santé qui y sont associés. Et jusqu'ici, j'ai beaucoup focusé là-dessus, surtout sur les méthodes et comment les caractériser, ces environnements-là. Et maintenant, depuis peu, je participe aussi à un programme clinique. C'est devenu un enjeu qui a un intérêt important. Et cette clinique-là s'appelle Circuit, une clinique pour jeunes à risque de maladies cardiovasculaires. Et là, avec une équipe, on apporte un diagnostic au quartier du jeune et les intervenants s'en servent de ce diagnostic-là pour essayer d'améliorer leur intervention. Mais on a constaté aussi que les relations personnelles qui sont si importantes n'étaient pas suffisamment prises en compte. Et là, de là est venu mon intérêt d'essayer de mieux comprendre le réseau social de ces jeunes-là. Donc, je m'intéresse toujours à l'environnement bâti, mais peut-être dans une perspective qui est illustrée par le modèle qu'on voit ici, où j'y vois surtout un rôle pour soutenir les interactions entre les individus. Donc, les aménagements, les infrastructures, les services, l'usage du sol, la verdure, tout ça, ça peut avoir un impact direct sur la santé, mais aussi indirectement via les interactions qui peuvent être créées, facilitées ou soutenues. Alors, tout ceci, c'est simplement pour mieux contextualiser mes intérêts. Alors, je me suis dit que ça serait utile peut-être de vous partager avec vous des objectifs d'apprentissage de ce webinaire-là. Alors, j'espère qu'à la fin, vous soyez familiarisés avec les caractéristiques des réseaux sociaux et de mieux comprendre le potentiel des réseaux sociaux pour l'intervention clinique et populationnelle. Alors, allons-y. Il y a maintenant plusieurs études qui suggèrent qu'on est influencé par les comportements ou les caractéristiques des gens dans notre entourage. On voit ici quelques exemples de titres d'études. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux article par Christak et Fowler qui décrivait la contagion sociale de l'obésité. On va voir une image très bientôt.
Mais qu'est-ce qu'on entend par un réseau social personnel? Quelle pourrait être la taille de ce genre de réseau? Bien, selon l'anthropologue Robin Dunbar, il existe un lien entre la taille du cerveau, et là je simplifie un peu, chez les primates et la taille du groupe social auquel on appartient. C'est assez fascinant à lire, mais ce qui me maintient, c'est qu'il y a un nombre maximum de relations avec des gens qu'on est capable de gérer, avec qui on maintient une confiance réciproque ou des obligations l'un envers l'autre. Il y a vraiment un maximum qu'on est capable de gérer et de soutenir. Et à cause de toutes sortes de raisons, la logistique, peut-être la capacité émotive. Selon Dunbar, ce chiffre-là maximum qu'on est capable de maintenir se situe autour de 150. Mais mes intérêts touchent plutôt le réseau social primaire, celui qu'on nommerait ici de soutien et de sympathie. Et pour celui-là, ça se situerait autour de 5 à 20 personnes, tout dépendant, c'est sûr que ça peut varier d'une personne à l'autre. Tout ceci pour vous donner un ordre de grandeur, là, quand on parle d'un réseau social personnel, de quoi ça peut avoir l'air, dans une perspective où on pense peut-être à une intervention et aller chercher un soutien, ce serait plutôt vers justement ce réseau de soutien-là qu'on s'orienterait. Donc, on peut penser à un réseau social un peu plus petit. Alors, pourquoi s'intéresser aux réseaux sociaux? Bien, je l'ai mentionné, c'est considérer une source importante de soutien social. Et on sait que les sources et même les perceptions du soutien social sont des déterminants importants de santé. On sait aussi que greffer, c'est-à-dire importer le soutien social de l'extérieur, souvent et généralement, ça va échouer. Donc, s'il y avait moyen d'activer le soutien social de notre propre réseau existant, ça pourrait peut-être être avantageux pour toutes sortes de raisons, mais certainement dans le contexte d'une intervention. Alors, de là l'intérêt. Et puis, l'analyse des réseaux sociaux, c'est un outil pratique pour explorer justement là, la structure, la configuration, les caractéristiques des réseaux sociaux personnels. Et ça nous permettrait de comprendre la dynamique entre les relations, c'est-à-dire les liens, et les outcomes de santé qui pourraient nous intéresser. Aussi regarder si ces influences-là sont-elles favorables ou défavorables, parce qu'on peut avoir plusieurs amis qui ont potentiellement une influence plus défavorable. On peut aussi identifier les mécanismes potentiels pouvant mobiliser le soutien social qui est propre à notre réseau social personnel. On pourrait peut-être adapter ou personnaliser les interventions, c'est-à-dire prendre en compte le réseau social. Et enfin, on pourrait peut-être cibler des éléments du réseau, voire même changer ce réseau-là. Alors, ce sont des concepts qu'on va explorer un peu plus. Donc, dans la littérature, on parle d'habitude de deux types d'analyse de réseaux sociaux. Donc, on voit ici à gauche ce qu'on appelle le réseau social personnel ou égocentrique, où c'est vraiment un petit regroupement par individu. C'est vraiment centré, focusé sur un participant d'intérêt, un participant index, si vous voulez. Quand on parle d'un réseau social complet, parfois appelé sociocentrique, là, c'est un sociogramme, parfois qu'on appelle plus grand. Mais c'est différent, c'est limité par un contexte géographique ou un groupe spécifique. Par exemple, tous les étudiants dans une classe. Et là, on ferait un réseau peut-être avec 20 enfants dans la classe. Là, potentiellement, ces 20 enfants-là pourraient avoir des connexions aux autres 19 autres enfants. Mais on est quand même limité. Ce n'est pas le réseau social personnel complet de l'individu, mais ce sont les liens qui existent dans ce contexte-là particulier. Moi, je vais m'intéresser surtout au réseau social personnel. Par contre, il y a quand même des concepts qui vont nous être utiles, qui ressortent du réseau social complet. Et voici justement une image de la fameuse étude de Chris Tack et Sarah Fowler. Et en effet, ce n'est ni vraiment un réseau social personnel, ni vraiment un réseau social complet. On a limité un peu le réseau social. On est dans un contexte spécifique qui était la ville de Framingham. Donc, on a quand même un contexte géographique limité, mais on a aussi limité les liens qu'on pouvait établir. Je pense qu'il y avait un meilleur ami, un époux-épouse et un voisin qu'on avait là-dedans et peut-être quelques autres liens de famille.
Et l'intérêt ici, c'était de vraiment voir s'il y avait une influence, entre guillemets, ou une similarité qui était plus forte chez certains de ces liens-là. Alors, c'est quoi les éléments d'un réseau social personnel? Bien, ça commence justement avec notre ego, qui serait notre personne index, notre personne qui nous intéresse. Et ça vient du latin, on va appeler cette personne-là l'ego. Et c'est la personne qui va être notre source d'information aussi. Ensuite, avec ce qu'on appelle un générateur de noms, l'ego va va identifier les personnes du réseau qu'on va appeler les altères. C'est, encore une fois, latin, donc à propre dire, je ne devrais pas avoir un S, mais c'est pas grave. Normalement, on a l'habitude d'appeler ça des altères. Et cette question-là, pour identifier les altères, pourrait avoir une orientation spécifique. Souvent, c'est quelque chose comme qui sont les personnes avec qui vous discutez de choses importantes, vers qui vous vous tournez quand vous avez des difficultés, mais ça peut être aussi avec qui vous faites de l'activité physique, avec qui vous socialisez, etc., tout dépendant de l'intérêt. Alors, on a ici le début de notre réseau. Pour créer le vrai réseau, là, il faut établir les liens entre les membres du réseau. Alors là, normalement, c'est encore une fois l'ego qui va dire qui connaît qui et souvent va qualifier ce lien-là. Est-ce que ce sont des liens qui sont forts ou faibles ou peut-être qu'ils se connaissent à peine ou peut-être qu'ils se connaissent très, très bien. Et maintenant, on a notre réseau. À partir de ça, on peut générer certains indicateurs. Les premiers indicateurs décriveraient la composition, c'est-à-dire des variables qui décrivent les attributs, les caractéristiques des altères et aussi des relations. Par exemple, on pourrait dire ici quelle est la proportion de femmes, quelle est la proportion du réseau de membres qui sont actifs, quelle est la proportion avec qui je parle à tous les jours, quelle est la proportion avec qui je me sens très proche. Ça serait des indicateurs de composition. Il y a aussi la structure ou la configuration, ça veut dire la même chose. Et ça va nous donner une idée de la structure, justement. Est-ce qu'elle est dense? Est-ce qu'elle est moins dense? Quel est le nombre de composantes? Est-ce que tous les gens sont très bien connectés ou est-ce qu'il y a très peu de connexions? On va entendre des mots comme degré de centralisation et betweenness qui se traduit très mal, malheureusement. Et il y a certains indicateurs qui vont impliquer à la fois la structure ou la configuration et la composition. Par exemple, qui serait la personne la plus active qui est à la fois la plus centrale? Et là, on identifierait une personne clé dans le réseau. Certains des indicateurs qu'on va voir dans la littérature, ici, c'est simplement pour montrer que pour un seul altère, un individu, on va peut-être mesurer le sexe, l'âge, le degré d'importance ou à quel point on se sent proche avec cet altère-là, depuis quand on le connaît et où il demeure. Ça va être au niveau de l'altère. Mais ensuite, pour décrire de manière plus agrégée, c'est cet indicateur-là, on va dire quelle est la proportion de tous ces attributs-là ou quelle est la moyenne ou quelle est la durée moyenne, ou quelle est la dispersion justement de ces altères-là. Un exemple ici d'un réseau, vous notez d'abord que pour plusieurs de ces indicateurs-là, l'ego n'est plus là, parce que l'ego aurait par défaut et par définition un lien avec tous ces altères-là, donc ce n'est pas très utile de le garder dans notre diagramme. On va avoir, par exemple, la taille qu'on appelle souvent degré. On va parler de densité. Le degré de chaque altère, c'est le nombre d'autres altères avec qui ils sont connectés. Et ce qu'on appelle le betweenness, qui revient souvent, c'est à quel point un altère peut être un pivot ou un lien pour connecter deux autres altères. Alors, quelqu'un qui a un niveau très élevé de betweenness passerait ou serait sur le chemin entre tous les autres paires de alters. Je vais l'illustrer, ça va être peut-être un peu plus facile à comprendre.
On parle aussi souvent de taille et de taille effective, ou la taille réelle, disons. Et l'idée ici, c'est qu'on voit à la gauche, même si on a 1, 2, 3, 4, 5 amis, on parle d'une taille effective de 1,4 parce que tout le monde se connaît de toute façon et peut-être que tout le monde a la même information. Tandis qu'à la droite, il y a quand même euh, c'est plus effective, pour prendre le mot anglais, parce qu'on a des sources indépendantes d'informations. Souvent, l'intérêt d'un réseau, c'est que ça nous donne des opportunités pour aller chercher une nouvelle information, une nouvelle expérience, peut-être même une nouvelle opportunité pour être différent et de faire d'autres expériences, par exemple. Alors ici, on peut constater qu'au moins il y a vraiment des profils différents dans notre réseau. Ça revient un peu à ça quand on parle de size et de effective size. Alors, encore une fois, des indicateurs qu'on va voir souvent, la centralité de degré, centralité de closeness, à quel point on se sent proche ou qu'on considère que c'est une relation importante, et la centralité de betweenness. Alors, chaque individu a son score, si vous voulez. Et ensuite, pour la structure complète, on va faire des moyennes de ces indicateurs-là. Quelle est la moyenne, justement, de cette centralité-là? Closeness et betweenness. Et ça, c'est pas mal la majorité des indicateurs qu'on va retrouver dans la littérature. Donc, si on revient maintenant à mon intérêt premier pour explorer un peu les réseaux sociaux, je vous parlais d'une intervention circuit. C'est une intervention personnalisée sur 2 ans pour des jeunes avec au moins un facteur de risque cardiométabolique. Généralement, il y a une obésité qui est présente et souvent un autre facteur de risque aussi. Alors, l'approche ici, c'est vraiment d'exploiter les ressources du quartier. Et jusqu'ici, on a eu des résultats, mais plus ou moins modestes auprès des 200 premières familles. Alors, l'équipe se demandait, est-ce qu'on pourrait faire mieux en considérant des réseaux sociaux? C'était vraiment l'intérêt ici de regarder un peu plus proche. Alors, il va y avoir des diapos en anglais. J'espère que ça convient pour tout le monde. Alors, on a donc entamé un projet pilote et les objectifs de ce projet pilote, dans la perspective d'un projet de plus grande envergure, c'était de développer un questionnaire qu'on ferait sur le web éventuellement. On voulait voir si on serait capable justement d'identifier des patterns, des patrons, des configurations distinctes. Est-ce que certains genres de réseaux sociaux qui ressortent et qui peuvent se distinguer et se contraster? Et dans le but, justement, d'informer éventuellement une intervention qui exploiterait d'une manière ou d'une autre, à voir comment, le réseau social. Alors, pour ce projet pilote-là, on avait 46 participants de l'étude Quality qui ont été choisis de manière aléatoire. Quality, c'est une étude de cohorte observationnelle, une cohorte prospective qui est toujours en cours, où c'est étiologique et on décrit l'histoire naturelle de l'obésité et du diabète de type 2 auprès de 630 familles au Canada. Au Québec. Et à la base, au baseline, ces jeunes-là avaient 8 à 10 ans et ils ont maintenant 20, 21, 22 ans. Il y a eu quelques vagues de collecte de données à 10, 12 ans et à 15, 17 ans. Donc, ce projet pilote-là a été fait lorsque les jeunes avaient 15 à 17 ans. Les outcomes qui nous intéressaient ici, c'était bien sûr plutôt des outcomes de faisabilité et de fardeau pour les jeunes, mais on a quand même regardé s'il y avait certaines corrélations qui ressortaient et qui seraient intéressantes à poursuivre dans un projet de plus grande envergure. Et ce qu'on regardait, comme ce qui nous intéresse toujours, c'est la surcharge pontérale et des indicateurs de composition corporelle, donc le gras corporel, l'IMC, mais on regarde aussi l'activité physique et le temps de sédentarité. Alors, comme pour la plupart des études sur les réseaux sociaux, on a utilisé un générateur, ce qu'on appelle un générateur de noms, encore une fois. On leur a demandé des gens avec qui ils discutaient de choses importantes. On l'a limité à 10.
Ensuite, des name interpreters qui vont chercher des caractéristiques sur ces altères-là, toutes sortes de choses sur, bon, bien sûr, l'âge, des caractéristiques sociodémographiques, mais aussi les comportements et et le soutien social aussi. Et il y avait des questions sur justement le lien, la relation avec cette personne-là, les interactions, le mode d'interaction, etc. Alors, quelques exemples des questions qu'on avait. Donc, normalement, évidemment, c'est inventé ici, les individus, mais pour Blanche-Neige, on a créé un réseau social. L'idée ici était de ceux qui se connaissent, il faut cocher. Ensuite, il y a des questions sur la fréquence qu'ils se rencontrent, par exemple, et quelques informations ici sur la silhouette. C'est un moyen d'aller voir s'il y a une surcharge ou un excès de poids chez les membres du réseau social. Ensuite, combien de fois qu'ils faisaient de l'activité physique ensemble avec chacun de ces individus-là, etc. Ça vous donne une bonne idée des questions qu'on a utilisées. Alors, voici encore une fois pour notre projet pilote les 46 réseaux sociaux qu'on a pu dessiner. C'est intéressant, mais on peut difficilement voir ressortir les configurations distinctes si effectivement elles existent. C'est un bel outil visuel peut-être pour voir la diversité de certaines caractéristiques, parce qu'ici, il y a quand même des codes de couleurs et de formes, etc., pour décrire toutes sortes d'habitudes de vie. Mais en appliquant une certaine analyse par agglomération, un cluster analysis, on a effectivement été capable de faire ressortir quelques clusters, quelques types de réseaux sociaux. Donc ici, tout ce qu'on voulait, c'était démontrer la faisabilité et c'était justement là, des clusters qui avaient tout à fait de l'allure, qui tenaient la route sans problème. Donc, on était heureux de ce côté-là. Et on a aussi voulu voir s'il y avait certaines caractéristiques là, qui semblaient promoteuses et qu'on devrait peut-être poursuivre davantage. Alors, encore quelques caractéristiques de cette étude-là. En général, les filles avaient un réseau social plus grand que les garçons. À peu près 40% c'était de la famille, donc à peu près 60% c'était des amis. Ensuite, à peu près 50% des amis demeurent loin, c'est-à-dire pas facilement accessibles à la marche et ni même en métro là, en 15-20 minutes. Donc, juste pour avoir une idée de quoi peut avoir ces caractéristiques-là. Ensuite, les interactions. On voit qu'à peu près 80% des jeunes, ici la deuxième ligne, il y a des interactions qu'on appelait virtuelles ici, c'est-à-dire digitales, là, online, soit par texto ou par Skype. Probablement que c'est d'autres plateformes pour des jeunes de cet âge-là. Par contre, presque 100%, là, pas loin, surtout chez les filles, c'est vraiment des contacts face à face. Alors, on considère que les contacts virtuels ne sont pas là pour remplacer les contacts face à face, c'est vraiment pour les soutenir. Bon, c'est une étude pilote, mais ça vient quand même confirmer ce qu'on voit dans la littérature. Ensuite, à peu près 3/4, là, c'était vraiment pour les loisirs qui avaient des interactions avec les membres de leur réseau. Bon, là, on commençait à regarder quelle serait la corrélation entre certains indicateurs de structure et les outcomes qui nous intéressaient. Et on regarde ici le pourcentage de gras. Alors, ce qui est ressorti et qui était aussi, encore une fois, cohérent avec la littérature, c'était une corrélation positive entre la densité et le gras corporel. Donc, plus les membres de notre réseau se connaissent, alors plus il y a des chances, des risques, des probabilités que notre gras corporel soit plus élevé. Et c'est effectivement quelque chose qu'on a vu ailleurs. Maintenant, peut-être un des résultats plus intéressants, encore une fois, je vous mets en garde que c'est une étude pilote, alors on ne confirme pas trop avec ça, mais c'est intéressant pour aller
explorer davantage. Il y a deux facteurs intéressants qui sont ressortis. Je vous avais parlé du support social au tout début. Alors, il y a deux facteurs, justement, qui touchent un peu le support social, le soutien social qui est ressorti. Il y en a un qui était surtout pour le soutien social pour l'activité physique et qui touchait surtout à l'activité, encouragement pour faire de l'activité physique, donc combien de membres de notre réseau faisaient ça et combien en faisaient avec nous. Alors, ces deux items-là vraiment composaient un score, si vous voulez, un facteur pour le soutien social d'activité physique. Un autre qu'on appelait de role modeling, alors est-ce qu'on est un modèle pour des habitudes de vie saines? Et ça comprenait l'alimentation, la sédentarité, l'activité physique aussi, et je crois le tabagisme. Alors, la première chose qui ressort ici, c'est que c'est surtout le soutien social pour l'activité physique qui est ressorti, et à la fois chez les garçons que chez les filles, beaucoup plus que les modèles, le lifestyle role modeling, qui est à peine ressorti. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la relation était inverse chez les garçons et chez les filles. Et le prochain graphique l'illustre un peu mieux. Alors, on voit que chez les filles, tandis que le pourcentage de leur réseau qui offre ce soutien social-là, ces filles-là étaient davantage obèses, c'est-à-dire le gras corporel était plus élevé. C'était l'IMC et le gras corporel, on trouvait à peu près les mêmes choses. Chez les garçons, c'est le contraire. L'IMC était davantage élevé quand le soutien social était très peu élevé. Alors, c'est difficile comme c'est transversal, c'est difficile de confirmer ou de conclure quoi que ce soit. C'est quand même intéressant qu'il semble avoir des tendances inverses, différentes chez les garçons et chez les filles. On peut se poser la question pourquoi. Chose certaine, il faut garder ça en tête pour une éventuelle intervention. Et justement, si on regarde la littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit à part ces résultats-là d'un projet pilote sur lequel on ne veut pas trop miser, mais qui va quand même peut-être nourrir un projet plus grand? D'abord, il y a quand même quelques interventions qui sont intéressantes à revisiter. La plupart sont vraiment sur des réseaux sociaux complets, malheureusement, pas sur des réseaux sociaux personnels, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais au niveau des réseaux sociaux complets, comme on voit celui-ci, le programme Pathways rapporte que leur intervention, elle avait quand même du succès parce que elle a atténué les influences défavorables au niveau des membres des réseaux et elle a davantage accentué, si vous voulez, les influences positives. Alors, c'est pas quelque chose qu'il aurait pu savoir s'il ne l'avait pas mesuré. Ça veut dire que peut-être que l'intervention elle a une portée encore plus grande où elle peut être davantage impactful, donc avoir un impact encore plus important si on connaît bien et on peut adapter un petit peu au réseau social du jeune. Un autre résultat intéressant ici, c'était une campagne genre marketing social sur la promotion de l'activité physique qui encourageait de la formation d'équipe. Et cette formation d'équipe, par contre, c'était vraiment là, dans le réseau social personnel. Ce n'était pas d'aller chercher des personnes ou de se mettre en contact avec des gens qu'on ne connaissait pas. Puis, ils ont observé qu'il y avait un impact plus important de la campagne de promotion quand l'équipe, justement, qui était formée, elle était plus homogène, donc plus semblable en termes de leur niveau d'activité physique. Et si elle était plus diversifiée en termes d'âge, c'était très bien, c'était favorable, ça n'avait pas nécessairement un effet nuisible. Mais si tu avais des gens avec beaucoup de capacités et d'autres très peu, c'était somme toute défavorable pour le changement. Alors, peut-être un autre élément à prendre en compte. Un autre projet intéressant, le projet Teams, ici, ils ont ciblé
Une personne du réseau primaire, comme je vous avais montré, là, c'est vraiment, je pense que c'était pour la plupart le conjoint. On voit ça aussi parfois pour des dyads, donc ça peut être le meilleur ami aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert une intervention en soutien social à cette personne-là. Donc, il faut d'abord bien comprendre, appréhender qui serait la personne à cibler pour offrir ce training-là, cette intervention-là. Et il y a encore une fois davantage amplifié les effets de leur intervention. Du moins, c'était l'idée. Dans cette étude-là, on n'a pas encore de résultats fermes, mais ce qu'ils voulaient faire, c'est explorer la faisabilité, si vous voulez, d'incorporer le réseau social d'amis dans une intervention. Et ici, comme plusieurs de ces interventions-là, ça repose sur un modèle de diffusion de comportement. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est voir qui serait la personne qui serait nommée et de préférence par le participant de l'intervention et s'il y avait un changement avec la personne qui avait réellement participé. Et en général, les participants voulaient apporter l'ami avec qui ils se sentaient le plus proche. Donc, on parle vraiment de la qualité là, de cette amitié-là. Mais la personne qui était là le plus souvent, c'était la personne qui était la plus centrale, c'est-à-dire possiblement la personne qui connaissait le plus des autres membres du réseau de cet enfant-là. Donc, ils vont faire une comparaison intéressante où il y a la personne qui a un attribut très spécifique, c'est la personne avec qui l'enfant se sent le plus proche. L'autre, ça va être la personne qui est peut-être la plus populaire ou qui potentiellement aurait le plus d'influence. On attend toujours des résultats. Ça serait intéressant de voir s'il y a une différence, tout dépendant de qui a été inclus dans cette intervention-là. Un autre aperçu ici qui peut être utile pour faire un diagnostic et qui peut servir de guide d'intervention. Par contre, je souligne que ceci, c'était vraiment pour des interventions de groupe. Quand même, il y a des concepts qui peuvent être utiles pour les interventions personnalisées quand même. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous allez avoir cette présentation-là, donc je ne vais pas y aller nécessairement un par un, mais ce qu'on propose, c'est qu'avec ce diagnostic-là, on peut adapter l'intervention pour combler certaines choses et peut-être aller créer des liens, aller chercher des gens plus isolés, créer des ponts. Donc, on est vraiment en train de restructurer, reconfigurer pour essayer d'avoir une intervention qui possiblement aurait plus d'impact. Et justement, c'est ce qu'ils ont essayé ici parmi 11 familles qui ne se connaissaient pas avant pour la plupart, peut-être que par hasard, ils se connaissaient, des familles où il y avait des enfants âgés de 3 à 5 ans avec un excès de poids. Et ils ont justement mesuré les réseaux sociaux avant et après, et ils ont constaté là, qu'il y avait des liens qui s'étaient formés. Puis, alors, c'est un outil qui a guidé un peu l'intervention et c'était vraiment personnalisé. Encore une fois, c'est pas nécessairement pertinent pour des réseaux sociaux personnels toujours, mais il y a des concepts qui peuvent nous être utiles. Mais de façon générale, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir aux mécanismes que l'on croit ou que l'on pense va être le moteur pour influencer le comportement. Ce qu'on va appeler la contagion ici. On veut vraiment qu'il y ait un comportement qui va influencer un autre comportement. Puis cette notion-là du mécanisme, ça va vraiment suggérer l'approche ou la stratégie pour intervenir. Et Valente, c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup à cette question-là. Et il a fait plusieurs documents là, où il nous parle de certaines approches, tout dépendant du mécanisme qu'on pense qui pourrait être important, là, et quelle serait l'approche. Et juste pour aller clarifier un peu plus, quand on parle de leader, là, on parle c'est quelqu'un qu'on peut identifier après un examen, là, une analyse du réseau social et qu'on peut identifier par la centralité, par exemple. Si on veut créer des ponts où on pense que c'est le pont qui est la personne clé, ça aussi, on peut l'identifier avec l'analyse et à l'aide du betweenness. Peut-être que c'est les attributs clés, peut-être qu'il y a une personne clé que
par exemple, ressemble plus à à ton patient ou ton participant et qui aurait un certain profil. Et ça serait la personne qu'on veut aller cibler ou qu'on veut inclure. Les gens périphériques, parfois, qui sont le moins connectés à notre réseau, seraient le plus ouverts à de nouvelles idées. Et peut-être que le participant, justement, serait plus à l'aise d'inclure une personne comme ça ou d'accepter du soutien d'une personne comme ça. Et ce qu'on entend par low threshold, c'est des individus qui n'ont pas besoin énormément d'exposition ou d'intervention pour adopter un nouveau comportement. Ils vont facilement adopter un nouveau comportement. Ça, parfois, ça peut être une personne clé. Encore une fois, c'est d'ordre très général. Ici, tout dépend de la question de recherche, de la population et de ce qu'on essaie de faire. Mais les messages clés ici, c'est de vraiment considérer le rôle des réseaux sociaux dans votre situation individuelle. Est-ce un déterminant important ou pas? Si oui, pensez à quoi ou comment le mesurer et évaluez ou posez-vous la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est documenter, par exemple, la diffusion de l'intervention dans ce réseau-là? Donc, peut-être qu'on aurait un impact plus grand qu'anticipé. Est-ce qu'on veut adapter l'intervention au réseau, donc prendre en compte peut-être que les amis ne sont pas actifs, etc. Ou est-ce qu'on veut cibler le réseau même? Peut-être qu'on veut créer des liens, qu'on veut vraiment changer cette configuration-là. Alors, pour essayer de démêler tout ça, de mon côté, moi, ce que je vais faire, c'est essayer de mieux comprendre l'étiologie, identifier les facteurs de risque. Et j'ai cette étude qui est en préparation. Alors, ce qui est important, je pense, ça va être de mesurer à plusieurs reprises dans le temps pour vraiment comprendre cette dynamique-là, comprendre les relations réciproques là, entre les réseaux sociaux et l'outcome qui nous intéresse. Dans mon cas, ça va être vraiment le statut pondéral, l'IMC, voir si les comportements, c'est vraiment des médiateurs là-dedans et mon intérêt personnel aussi, bien sûr, le rôle de l'environnement bâti. Et tout ça là, dans le but de développer une intervention, ça serait notre intérêt premier. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. J'aimerais bien sûr au moins souligner Dr. Mélanie Henderson, qui est le principal investigateur de cette étude-là, ainsi que tous les bailleurs de fonds, IRSC, Fondation des maladies du cœur et FRSQ, et toute l'équipe Quality et Prodigy. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Barnett. Donc, on va passer sans tarder à la période de questions. Je ne sais pas si vous aviez des questions à poser. Je vais voir. Je pense que tout était très clair. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Liza, pour les questions, comment ça fonctionne? Normalement, s'il y en a quelqu'un qui veut comme demander quelque chose. Oh oui, il y en a quelqu'un qui... Il y aurait peut-être un chat, c'est ça? Un petit message? Non, il peut comme signaler comme raise Ah oui, hand. on fait la main. Oui, c'est ça. Mais c'est avec le nom de Guillaume. Je ne sais pas si je... Ouais. Donc, je me suis juste mis sur unmute, mais okay. je voulais vraiment vous remercier pour la présentation. Effectivement, c'était très clair. Je suis déjà impliqué, donc je connais beaucoup le contexte, mais merci, c'était vraiment très intéressant. Ah ben, ça me fait plaisir. On peut toujours laisser mon adresse courriel et peut-être qu'il y aura des questions qui pourront m'être envoyées par courriel. Parfait. Donc, merci beaucoup, Dr. Barnett, pour votre présentation. C'est effectivement très intéressant. Donc, merci à tous aussi pour votre présence à cette présentation par l'équipe de Vie. Donc, l'équipe de Vie a créé une série de webinaires en ligne gratuits chaque mois. Les détails vous seront envoyés par courriel et nous vous invitons à suivre l'IDPM sur Facebook, Instagram et Twitter.
Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Salut Bye. tout le monde. Salut. Merci. Bye. Bye.